Yann Kefelec, dont le nouveau roman s'intitule « La Méduse noire ». Bonjour Yann. La Méduse noire nous emmène en 1962 à la rencontre d'un certain Eddy. Eddy, il rentre de la guerre d'Algérie. Il a 20 ans au moment où il revient, c'est-à-dire qu'il est parti, il avait 17 ans. Il a devancé l'appel. Au début du roman, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On sait que Eddy revient avec un bagage très lourd. On sait qu'il va rencontrer Agnès dans un train et qu'il va tomber amoureux et qu'elle va tomber amoureuse de lui. Et on sait qu'il va essayer de repartir à zéro sur une page blanche. Sauf que c'est pas possible. On peut pas partir sur une page blanche quand on a autant vécu. Et bien sûr, il va être rattrapé par son passé. C'est à la fois une histoire d'amour, c'est aussi l'histoire d'une grande histoire qui a fracassé bon nombre de gens, n'est-ce pas ? C'est une histoire sur la mémoire, c'est une histoire sur la famille, cette famille dont il a été longuement question ce matin, cette famille comme ça où l'on vous colle une étiquette entre les sourcils dont on ne peut plus jamais se débarrasser, où l'on peut éventuellement faire naufrage. Eddy, justement, va-t-il faire naufrage pour des raisons de famille ? C'est le vilain, c'est le canard boiteux de la famille Poujol, des gens riches, fortunés, qui vivent dans un magnifique manoir. Alors pourquoi il est boiteux, ce canard ? Parce que son père semble avoir de bonnes raisons de ne pas être sûr de cette paternité. Il s'est passé des choses à l'heure allemande dans la famille Poujol. Alors Eddy, lui, contrairement à son jeune frère, a été élevé par ses grands-parents maternels sur les hauteurs d'un volcan. Ses grands-parents maternels sont des fermiers. Il a été élevé en patois. Donc il n'a pas eu affaire à sa famille, ni à son père, ni à sa mère lorsqu'il est né. Il a vu mourir son grand-père, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale à ce moment-là, il a vu mourir son grand-père sous ses yeux. Et son grand-père lui a montré une petite fleur comme ça qu'il avait meurtrie dans sa chute et lui a dit « La fleur Pitiot, redresse-la ». Et il est mort. Et cette phrase ne cesse de hanter Eddy, cette petite phrase comme ça, cette petite chose humble, la fleur qu'il ne faut jamais laisser tomber sous peine de tomber soi-même. Alors au début du roman, effectivement, il revient de guerre, Eddy. Il a 20 ans, mais il est parti à 17 ans. Alors c'est la guerre d'Algérie, mais on s'en fiche que ce soit la guerre d'Algérie. La guerre ne s'intéresse qu'aux faits, alors que le roman, lui, s'intéresse aux émotions entraînées par les faits. Et la guerre, finalement, n'est là que pour détériorer les derniers jardins secrets d'Eddy Poujol. Au pied du bateau, personne ne l'attend lorsqu'il arrive en avril 62. Sa mère, il ne l'a plus. Son père, donc, c'est ce vieux bonhomme paranoïaque, richissime. Comment tu as dit tout à l'heure, Guillaume ? Caparaçonné. Hein. Pas carapaçonné, caparaçonné dans son manoir. Son frère, ils sont brouillés. Une histoire de fille. Ils aimaient la même fille. Ils aimaient la même fille, Claudine Rossignol, la fille du brasseur de bière. Et Claudine Rossignol était éperdument amoureuse d'Eddy. Le père d'Eddy est allé voir le brasseur et lui a dit « Monsieur, vous n'imaginez tout de même pas que mon fils, protestant, va épouser votre fille, catholique. » Réponse du brasseur « Mais qu'est-ce que vous croyez, monsieur ? Comment imaginez-vous que ma fille, catholique, puisse épouser un protestant ?» Alors, à partir de là, il va rencontrer, donc je le disais tout à l'heure, Agnès. À partir de là, il va à la gare, il sort de son bateau, il va à la gare, et arrivé à la gare, il a le choix entre prendre l'autorail du Vigan ou ne pas le prendre. Eh bien, il ne le prend pas. Il est tenté par l'odeur de graillon dégagée par un wagon-restaurant, comme ça, du premier train qui s'en va, où qu'il puisse aller, même à Paris, où Eddy n'a jamais mis les pieds. Il monte dans ce train, et là, il rencontre quelqu'un. Alors finalement, le roman pourrait se résumer de la manière suivante, quoi. C'est un jeune homme qui revient de guerre et qui va rencontrer l'amour dans un wagon-lit.
C'est uniquement ça. Sauf que c'est que le début. Sauf que ce n'est que le début, et ce n'est que le début. Est-ce qu'il va chercher donc à se réunifier autour de cet amour qui est un amour vrai? C'est pas simplement la rencontre d'une nuit, c'est pas une bonne aventure comme ça qui lui a été offerte par le destin contre toute attente. Absolument pas. Cette jeune fille, Agnès, va tomber amoureuse de lui, il va tomber amoureux d'Agnès, ils vont se marier, ils vont avoir l'impression que la vie recommence, que la guerre est passée, que la mémoire est loin, la mauvaise mémoire est loin derrière eux, mais Agnès ne se rend absolument pas compte qu'en épousant Eddie, personnage qu'elle trouve drôle, qu'elle trouve amusant, qui parle bien, dont elle a le sentiment qu'il est transparent, elle ne se rend pas compte qu'elle a épousé un parfait inconnu. Et qu'elle épouse ses fantômes avec lui. Qu'elle épouse ses fantômes, qu'elle épouse ses ogres, qu'elle épouse sa mémoire, et que tous ces braves gens ne vont pas tarder comme ça à se déchaîner. Alors il y en a un qui comprend tout cela, parce que ce livre est aussi une histoire d'amitié, c'est Jeff, qui est le témoin d'Eddie le jour de son mariage. Jeff, je l'aime bien, c'est le contraire d'un ogre, Sandrine. Il y a aussi des hommes comme ça qui sont des grands frères dans toutes circonstances de la vie, qui viennent toujours vers vous avec de la bienveillance et de bons sentiments. Ce sont des bons gars. Jeff, c'est un beau et bon gars. Et il se rend bien compte qu'Agnès et Eddie sont en train éventuellement de se fourvoyer dans leur mariage. Donc le jour du mariage, il dit à Eddie, écoute, c'est formidable, j'ai témoigné, c'est très bien. Longue vie à toi et à vos amours, mais n'oublie pas une chose. Pour des gens comme toi et moi, qui avons vu ce que nous avons vu, qui avons fait ce que nous avons fait, qui ne pouvons en parler à strictement personne, le danger, c'est la tentation, c'est de devenir la proie de la tentation. Nous sommes les proies de la tentation. Pas simplement la tentation érotique, la tentation facile, la tentation de tout foutre en l'air. Avoir vécu le chaos laisse des traces. Je parlais tout à l'heure de l'impossibilité de construire sur une page blanche et que c'est peut-être là que se fourvoie Eddie, dans des silences. Il porte avec lui, on ne dira pas évidemment ce qu'il y a dedans, mais une valise qui est une sorte de boîte de Pandore qui va hanter Agnès quand les choses vont se compliquer dans leur relation, parce que forcément il est rattrapé par ce passé qu'on évoque et qu'elle ne comprendra pas. Dû au silence d'Eddie, ce qu'il se passe, elle sait qu'il y a peut-être des réponses dans cette valise et que c'est la boîte de Pandore qu'il ne faut peut-être pas ouvrir, peut-être ouvrir, on ne sait pas. Alors on ne sait pas du tout. C'est une petite cantine de métal qu'il a rachetée à un légionnaire comme ça à l'armée, qui lui-même la tenait d'un ancien marin. C'est une petite chose en ferraille, cette valoche qu'il emmène partout avec lui, qu'il laisse traîner dans l'entrée, qu'il n'ouvre pas. Quand elle lui demande qu'est-ce qu'il y a dans cette valise, il dit des bricoles. Elle s'imagine quelques sous-vêtements comme ça d'un militaire qui revient, une brosse à dents, un nécessaire de rasage. Enfin, elle ne pense pas à grand mal. Mais en même temps, elle aimerait bien qu'il l'ouvre. Et puis lui dit, on va l'ouvrir si tu veux, bien sûr, tu pourras voir ce qu'il y a dedans. Tout de même, elle apprend des choses sur lui, sur cette famille qu'il ne lui montre pas. Elle-même, d'ailleurs, n'est pas très bien lotie sur le plan familial. Mais voilà, elle sait qu'il est en mauvais termes avec son père, qu'il cherche à le déshériter, qu'il y a beaucoup d'argent dans cette famille, mais tout ça est extrêmement lointain. Elle se dit petit à petit, je finirai par savoir et par connaître ces gens. Et elle ne sait pas que dans cette valise, en effet, il y a toute la mémoire d'Eddie au service militaire en Algérie. Et que si Eddie n'a pas envoyé une seule lettre chez lui pendant les 3 ans qu'il a passé sous les drapeaux en Algérie, et s'il n'a reçu aucune lettre de sa famille là-bas, en revanche, il n'a cessé de gratouiller des bafouilles pour les uns et pour les autres qu'il n'a jamais envoyées. Et un soir où Eddie n'est pas rentré, tout de même, la valise va s'ouvrir sur le canapé de la famille dans le 13e arrondissement. Chut, chut, chut. Il y a aussi une ambiance dans ce roman, c'est aussi une époque, le retour dans les années 60, le retour c'est la nuit, c'est la fête, c'est la musique, c'est les dancing. Ouais, c'est Paris, ça m'a beaucoup amusé de décrire ce Paris de la nuit qui n'existe plus, ce Paris effectivement des dancing, des salles de jeu,
des billards clandestins, une atmosphère très bon enfant, comme ça où finalement toute la diversité parisienne se retrouve et puis lance les dés ensemble, joue aux cartes, se bagarre un petit peu sur les trottoirs. Mais enfin, ça va bien. Et Jeff est un peu le roi comme ça de ces nuits parisiennes. Mais c'est un gentil roi, c'est un bon roi. C'est pas du tout un salopard, ni un voyou, ni un macro. Absolument pas. Et il attire à un moment Eddie là-dedans pour qu'il puisse se faire un petit peu d'argent et devenir. Enfin voilà. Donc je ne vais pas non plus, comme on dit, tout dévoiler. Il ne faut pas tout dévoiler. Quelques mots quand même sur le titre, La Méduse Noire, parce qu'on parlait à la fois de fantômes, d'ogres, de démons peut-être aussi. Eddie et Agnès ont un petit appartement loué dans le 13e arrondissement, dans ce qui va devenir le quartier des Olympiades, le quartier chinois. Et là, Eddie, se baladant sur la dalle, ce qu'on appelle la dalle, c'est-à-dire une grande esplanade entre les tours, là, il voit se balancer au-dessus d'une boutique de fleurs, il voit se balancer une petite enseigne en fer forgé qui représente une méduse. Alors il est intrigué effectivement par cette méduse. Il va entrer dans cette boutique tenue par une Chinoise et il va croiser le regard de la Chinoise. Et on n'en dira pas plus. En revanche... Si, on va en dire plus. On va dire il a le choix entre la petite fleur de son grand-père et la méduse. Qui va gagner? La petite fleur, la méduse? Moi non plus. En revanche, cher Yann Kefelec, avant de nous quitter, vous m'avez fait une promesse, vous m'avez promis une surprise. Avant de nous quitter, je voudrais dire que j'adore écrire ce livre. On n'a peut-être pas assez parlé. Moi, j'ai bien écouté. J'ai adoré d'ailleurs écouter mes confrères. Pour moi, ça a été une leçon. D'ailleurs, j'adore la manière dont les écrivains parlent de la façon dont ils ont écrit leurs livres. J'ai bien aimé la chambre d'Anatole. Moi aussi, d'ailleurs, j'écris en faisant le tour de ma chambre. Je fais le tour du monde autour de ma chambre, plutôt le tour de la page blanche. Et puis on arrive. C'était formidable. Je trouve qu'on n'a pas assez. Enfin, on n'a pas assez. On n'est pas là pour ça non plus. Mais moi, je ne commence à trouver les mots qu'à partir du moment où j'ai la plume à la main. Et non seulement je trouve les mots, mais je trouve les personnages. Donc j'ai adoré écrire ce livre parce que j'ai été dans un ton très particulier qui m'a plu. Et c'est aussi cela un livre. Et je retrouvais cette magie et cette attraction en écoutant Tyrek White, dont Michael me dit que ce n'est pas un pseudo. Il s'appelle White. Formidable. Et... c'est vrai que un livre, c'est d'abord une voix qu'on a dans l'oreille et une voix que l'on a envie d'écouter jusqu'à la fin. Quelle que soit la beauté des histoires, la force des situations, la qualité des enchaînements, si la voix de l'écrivain qu'on a dans l'oreille vous déplaît, eh bien, on referme le livre. Donc moi, mon souhait pendant toute l'écriture de ce livre, ça a été effectivement de parler comme il fallait à l'oreille de ma lectrice et de mon lecteur. Quant à la surprise, la voici. Nous sommes à la Maison de la Poésie, donc j'ai voulu finir par un petit poème dont le nom de l'auteur m'échappe, sans doute l'émotion de le réciter devant vous. C'est en forgeant qu'on devient... Alors là, un parterre de c'est en libraire, forgeant qu'on devient forgeron. C'est en lisant... Non, c'était pas ça le début du poème. Il neige, il neige, il neige, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en lisant qu'on devient liseron, c'est en écrivant qu'on devient écriveron. C'était un poème de Raymond Queneau, tout de même. Merci beaucoup, Yann Kefelec. La Méduse Noire, c'est le titre de votre livre.